C'est bon. Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour. Je vois certains visages qui étaient déjà là. Vous êtes vraiment des super participants au Power Summit, hein. Franchement, j'ai bravo aux étudiants, notamment. Il y en a plein, je crois. Levez la main, les étudiants à la salle. Ok, bon, bah, l'étudiant. C'était peut-être l'étudiante. Non, l'étudiant, pardon. Et j'ai pas mes lentilles. Non, vraiment, je vois très très mal. J'ai mes lunettes. J'ai pas envie de les mettre parce que les professionnels du secteur énergétique, on peut dire de manière large, lever la main. Ouais. Le grand public, non, autre. Oui, non, je vais pas vous. C'est un exercice un petit peu bête à partir d'un moment qu'on sorte des secteurs, mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. C'est sympa de savoir ce qui vous anime dans le fait de venir à ces tables rondes, et vraiment, c'était au rendez-vous la participation. J'adore cette table ronde pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'est pas très nombreux, ce qui permet d'être qualitatif dans nos échanges. Ça a toujours été le cas, hein, même quand on était 4-5, mais là, ça va être chouette parce qu'on a d'autant plus de temps. Et j'ai eu quelques échanges, notamment avec vous, Simon, qui étaient vraiment très intéressants en amont. Et la gouvernance de l'autoconsommation collective est un sujet qui... le vocabulaire, il est un peu technique ou un petit peu... mais c'est des choses que vous maîtrisez puisqu'on est dans un sommet sur la transition énergétique. Évidemment, l'autoconsommation, on la connaît, mais cette notion de gouvernance, comment on mène ces projets en collaboration entre parties prenantes, l'acceptabilité sociale, la compréhension notamment du grand public et des consommateurs des sujets, même si on est en B2B, est-ce que les partenariats marchent bien? Je suis vraiment très intéressé par le sujet qu'on va aborder là. Comme d'habitude, soyez très proactifs dans poser des questions. On fera plein de questions avec la salle, vous verrez. Aucune timidité, il n'y a pas de questions bêtes, seulement les miennes. Alors, nous sommes très heureux. C'était une petite blague, vous pouvez rigoler, mais mauvaise blague, hein, je fais que ça. Mais merci Rémi Bastien d'être avec nous, qui est président et cofondateur d'Enogrid. Simon Ducasse, directeur général de Est-ce que je prononce bien Enric? Oui. Oui, ok. Et Mathilde Galantucci, Enercop de Midi-Pyrénées. Très complémentaire dans le rôle de chaque structure sur la filière. Chacun va présenter son organisation en amont, lors de la première prise de parole. J'ai déjà dit que j'étais assez simple dans toutes mes animations. C'est peut-être pas la première fois que vous avez le malheur de m'écouter animer la table ronde. Je fais une première question un petit peu simple sur comment vous interprétez le sujet et quelles sont les solutions. Et je vais commencer par là. Super, j'ai de l'eau. Et je vais commencer avec Mathilde, parce que je pense que la galanterie existe encore un petit peu dans ces tables rondes, c'est important, galanterie oblige. Mathilde Galantucci, quand on dit gouvernance et autoconsommation collective, pour vous, c'est quoi les enjeux? Et vous pouvez ensuite aller sur des solutions qui doivent être généralisées. Et pour enlever le suspense, après on va parler des freins, après on va parler entre nous, vous allez poser plein de questions à nos intervenants. Comme ça, vous savez comment un petit peu doser vos réponses. Voilà. Mathilde, la parole est à vous. Ok. Du coup, je vais commencer par présenter Enercop. Enercop, c'est un réseau de coopératives, de sociétés coopératives d'intérêt collectif. On est 11 coopératives en France. Et donc, moi, je fais partie de la coopérative, une des coopératives locales, qui est Enercop en Midi-Pyrénées. Juste un petit chiffre clé. Au niveau national, c'est 60 000 sociétaires. Nous, en Midi-Pyrénées, on est à 4 500 à peu près. Et pourquoi on nous a invités aujourd'hui à participer à cette table ronde? En Midi-Pyrénées, on a été parmi les premières structures à faire de l'autoconsommation collective. Ça date de 2018. Et puis ensuite, en 2022, on a fait la première opération d'autoconsommation collective adossée à un parc solaire au sol. Voilà, et aujourd'hui, on continue à développer ces projets-là sur notre territoire, en Midi-Pyrénées, et on forme, que ce soit nos collègues du réseau Enercop, mais aussi les collectivités locales, des agents d'Enedis, voilà. Moi, je ne suis pas sur la partie vraiment technique, je ne vais pas vous parler de où vont les électrons, etc. Moi, mon travail dans ces opérations d'autoconsommation collective, c'est de faire participer les consommateurs finaux et de leur faire choisir eux-mêmes les critères qu'ils veulent pour leur opération. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Les opérations d'autoconsommation collective, c'est en fait remettre au centre la question de l'énergie comme un objet social.
chaque opération d'autoconsommation collective, chaque communauté, on appelle ça comme ça, qui va se créer autour d'une opération d'autoconsommation collective est unique et va pouvoir choisir, en tout cas c'est nous, la façon dont on voit ça, où va l'énergie, comment elle va être valorisée, quel acteur va en premier bénéficier. Et ça, nous, on ne va pas arriver avec un modèle en disant nous, on considère que c'est les citoyens qui doivent d'abord avoir l'énergie ou les collectivités. Non, c'est vraiment en fonction de chaque territoire. On a des territoires sur lesquels ça va d'abord aller aux collectivités. Il y a des territoires où ils ont envie de redynamiser un peu le tissu économique, donc l'énergie va être valorisée en priorité auprès des entreprises. Et nous, on est là pour animer les participants et pour que la décision, surtout, soit collective. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. L'autoconsommation collective, si elle n'est pas remise au centre, si elle n'est pas discutée et débattue localement, pour moi, elle n'a pas d'intérêt. Merci Mathilde. Est-ce que je peux vous demander une précision? Quand vous mettez en place une autoconsommation collective, notamment le projet, le premier dont vous avez parlé, il y a une hétérogénéité des usagers ou c'est que des particuliers, c'est peut-être des entreprises plus collectivités, plus particuliers? Sur notre toute première opération d'autoconsommation collective, donc qui a eu lieu en 2018, on est sur l'échelon le plus petit possible et on a une biocoop et une clinique vétérinaire. Ah ouais. Ça, pour nous, ça a été... en fait, ça a été une expérience. On s'est lancé là-dedans. C'était facile de les faire dialoguer? Oui, parce qu'en fait, l'énergie était répartie équitablement en fonction des besoins. Ouais. Voilà, on était vraiment aux prémices de ces questions-là. Début avril, on lance une opération d'autoconsommation collective dans le sud de la Haute-Garonne, à Estancarbon. Et là, on a 25 participants environ. On a des particuliers, plusieurs collectivités et des entreprises. Et eux, de les faire dialoguer, c'était effectivement très intéressant parce que vraiment, on y a passé plusieurs mois. Vous parliez tout à l'heure d'éducation. Donc, on a passé beaucoup de temps à les informer, à les faire comprendre quel était le mécanisme de l'opération d'autoconso. Et après, on a aussi passé beaucoup de temps à les faire dialoguer pour savoir où est-ce que comment l'énergie devait être valorisée, qui pourrait rentrer ensuite dans le projet, etc. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Rémi, et merci, Simon, de votre patience. Bon, c'est toujours sympa de le dire, je trouve. Parfois, il y en a 7, et le 7e pas jamais, bref. En fait, Simon, vous n'avez pas parlé, donc c'est pour ça que j'enlève le sujet, je présente. Rémi, président et cofondateur d'Enogrid. Déjà, important, même si peut-être vous le savez en majorité, de rappeler ce que fait Enogrid. En échangeant très rapidement ensemble, l'hétérogénéité des projets oblige aussi à appliquer un peu cette hétérogénéité dans la gouvernance, c'est-à-dire au cas par cas, comment on organise la gouvernance est différent. Et en fait, on ne peut pas juste définir une recette pour tout. On est d'accord ? Oui, tout à fait, on est d'accord. Donc bonjour à tous, Rémi Bastien, cofondateur d'Enogrid. Pour représenter la structure Enogrid, on est une société spécialisée dans l'autoconsommation collective depuis maintenant 5 ans. Notre point de vue, c'est que l'autoconsommation collective, c'est un nouveau métier, quelque chose qui vient en plus de toute la filière qui est déjà en place d'installation des moyens de production, principalement photovoltaïques, mais pas que. Et qu'en fait, quand on monte un projet d'autoconsommation collective, il y a d'autres besoins qui viennent s'additionner, des besoins d'études, des besoins de mise en place, des besoins de gestion. Et l'objectif, nous, d'Enogrid, c'est d'apporter toutes les briques, principalement digitales, pour offrir des solutions pour décomplexifier l'autoconsommation collective et permettre à la fois aux porteurs de projets, mais aussi aux professionnels de l'énergie, de pouvoir aborder ces sujets. Donc à travers nos activités, on voit pas mal de projets d'autoconsommation collective passer. On a à peu près 300 projets qu'on a accompagnés depuis maintenant 5 ans. On en gère 80 en phase d'exploitation. Donc c'est de là que le retour d'expérience que je peux vous partager aujourd'hui. Il y a différents projets d'autoconsommation collective et on va avoir des projets très simples qu'on va appeler des projets patrimoniaux où ça va être finalement un seul acteur qui va faire de l'autoconsommation multisite. À ce moment-là, on ne parle pas de gouvernance, il n'y a pas de sujet. On va avoir des projets sociaux portés par des bailleurs avec ses locataires. Là aussi, la gouvernance va se faire de manière un petit peu différente, bien évidemment. Et on va avoir des projets multi-acteurs où là aussi, selon... qui participe au projet, comment ça a été financé, les engagements des uns et des autres, la gouvernance va devoir être construite différemment. Donc voilà, en guise d'introduction.
je vais m'arrêter là. Non, mais je vous remercie. La concision, elle aide justement au dynamisme de la table ronde. Donc, merci beaucoup, Rémi. Simon, on a eu une superbe discussion avant cette table ronde. Je vous remercie pour à la fois le travail que vous faites, mais vous m'avez fait monter en compétence sur comprendre les enjeux d'autoconsommation, les services que vous apportez. C'est aussi une question finalement, comme Rémi, d'enlever un peu la complexité, de gérer la partie juridique, réglementaire. Donc vous avez clairement aussi une expertise sur comment on devrait faire évoluer ça pour que l'autoconsommation monte en compétence, donc, ou monte en échelle. Donc parlez-nous un petit peu de Eneric et de comment vous voyez un peu l'enjeu de l'autoconsommation collective. Alors, ma vision du casse, moi j'ai créé Eneric il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, avec une vision de dire l'autoconsommation collective, c'est un super outil qui est dédié, qui a été pensé au niveau européen pour les non-professionnels de l'énergie. En gros, pour les gens qui s'en fichent de tout ce qu'on dit aujourd'hui et de ce qu'on a dit hier. Non, mais il faut être conscient de ça. C'était l'objectif de l'Europe, c'est ça ? Oui, l'objectif de l'Europe, c'était de dire il faut que tout le monde ait le choix dans la manière d'acheter de l'énergie. Aujourd'hui, on n'en a pas reparlé, mais en gros, depuis la politique électro-intensive nucléaire en France, c'était vous occupez pas de l'énergie, c'est pas un sujet, c'est pas cher, c'est tranquille et c'est simple. 2022, 1000 € le mégawattheure, c'est pas réellement le cas. Oui. Donc voilà, on a ces outils-là. Donc on a des gens dont c'est pas le métier et on a des mécanismes qui sont très complexes. Et donc du coup, Eneric, c'est quoi ? On se met entre les deux et on dit, nous on prend la complexité, on développe, on comprend et on vous apporte un service où vous allez pouvoir bénéficier de l'outil, du principe, sans en appréhender la complexité. Voilà. Et quand on a préparé la table ronde, ce que je disais, c'est que la gouvernance, en fait, c'est les gouvernances de l'autoconsommation collective. Pourquoi ? Parce qu'il y a la gouvernance au projet, d'accord ? Et ça, on l'a évoqué, hein, c'est unique à chaque fois. Et si vous vous rappelez mercredi ce qu'a dit le monsieur sur scène, il a dit il ne faut pas réinventer à chaque fois les trucs. Alors, il a pris les centrales nucléaires, hein, mais l'autoconsommation collective, c'est un peu le cas. Si on réinvente l'autoconsommation collective à chaque opération, on va en faire 500, 1000. Si on va faire 1 gigawatt, il faut avoir des trucs standardisés. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir plugger un truc qui va marcher à tous les coups. Ça fait qu'il faut avoir les outils, les démarches pour justement que l'opération s'adapte au contexte très spécifique. Quand on fait une biocop et une clinique vétérinaire, c'est pas la même chose qu'entre trois particuliers. Et pour autant, il faut industrialiser ce sujet-là, parce que si on doit reconstruire à chaque fois, s'interroger sur la PMO, la fiscalité, tous les trucs qui sont pas du tout importants et qu'on n'évoquera pas, et en fait, on n'arrivera pas. Et donc, on a la gouvernance au niveau du projet, et en fait, il y a un autre niveau de gouvernance de l'autoconsommation collective au niveau de la géographie du territoire. Et de se dire, en fait, c'est quoi l'autoconsommation collective ? L'autoconsommation collective, c'est la réponse au monsieur qui fait le tour du monde en avion hier, Bertrand Piccard. C'est un outil d'efficience. Voilà. En gros, aujourd'hui, quand on produit, on n'est pas efficient, même du solaire. Pourquoi on n'est pas efficient ? Parce qu'on envoie dans un mécanisme de soutien à l'État 14 milliards en 2023 qui sont envoyés à l'État. Tant mieux, l'État prend de l'argent, c'est super. Mais au niveau du territoire, des gens qui font, c'est pas efficient. Et en fait, l'outil pour répondre à cette efficience, un des outils, mais l'outil le plus simple, je ne dis pas qu'il est simple, c'est le plus simple, c'est l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective, c'est quoi ? C'est acteurs du territoire, faites ce que vous voulez, et moi je ne sais pas ce qui est bien de faire, faites ce que vous voulez de la valeur que vous créez par l'énergie que vous produisez. Et en fait, c'est ça. Et c'est super complexe. Et je vais rebondir, et ça permet de refaire un deuxième tour de table, mais je vais rester avec vous, Simon. Vous avez parlé de l'efficience en parlant plutôt des euros, et même c'est ça en fait au cœur aussi de ce que vos discussions avec, non pas l'argent je veux dire, mais au cœur de discussions avec les organisations, les personnes pour qui vous apportez ce service, c'est vous devenez un peu plus maître du destin, non seulement de la production, mais même de l'argent qui est investi dans votre système énergétique local. Oui, c'est ça. Moi, je parle d'efficience économique. L'efficience économique, c'est pas maximiser ses revenus. C'est que le temps qu'on passe, l'énergie qu'on passe, les ressources qu'on met dans le projet, on les exploite pleinement au bénéfice des gens qu'on décide. On décide, c'est eux les bénéficiaires du sujet. Si je suis une collectivité et que je dis j'ai des entreprises sur mon territoire en difficulté, on parlait 1/10 des entreprises en difficulté en aura sur la facture d'électricité. Je suis la région aura, je dis moi je fais un bouclier tarifaire
au niveau de la région, je mets X millions d'euros dans mon fonds d'investissement, je mets des centrales et je vends aux entreprises de mon territoire au même prix qu'au tarif d'achat. Mon intérêt, moi, personnellement, 0. Pas d'intérêt en plus que l'obligation d'achat. Intérêt pour mon territoire, maximisé. C'est moi qui ai décidé ce que je faisais de la ressource que je mettais. Et c'est ça qu'il faut que les collectivités, les entreprises, les particuliers, aient en tête. Moi, je n'ai pas la réponse à savoir est-ce qu'il faut vendre à 10, à 15, à 20 euros du mégawattheure. Et ça, ce n'est pas important. C'est de se dire, est-ce que la valeur que je génère par un projet d'énergie renouvelable, on peut la partager, on peut l'ancrer sur au maximum 20 km, et du coup, il ne faut pas que le rayon augmente. Je ne parle pas des années, mais il ne faut pas que le rayon augmente. Pourquoi ? Parce que plus le rayon est petit, plus on ancre la valeur dans les territoires. Si vous faites de l'ACC à la Maille France... Pardon, c'est quoi l'ACC ? L'autoconsommation collective. Ah oui, pardon. Okay, j'ai juste perdu. Si vous faites de l'autoconsommation collective à la Maille France, si vous regardez, vous retombez dans du capitalisme effréné, vous mettez tout dans le sud, vous vendez tout dans le nord, et vous n'ancrez pas la valeur dans les territoires. Donc, ouais, je ne partage pas tous les sujets, mais l'extension du périmètre, il ne faut pas le faire. L'extension de la puissance, on peut en parler sur l'éolien, c'est d'autres sujets, mais la géographie, il faut la garder faible. Pourquoi ? Pour ancrer la valeur sur les territoires. Continuons. Vous pouvez l'applaudir, absolument, il ne faut pas hésiter. Je suis toujours pour quand de l'enthousiasme vient de ce côté-là pour l'inspirer de l'autre côté, que ça se manifeste. On est là pour accélérer aussi les bonnes ondes. Là, je n'essayais pas de faire une blague, j'ai entendu des rires. Je suis perdu. Mathilde, peut-être aussi, sur les solutions à généraliser, je vais directement dans un frein, mais peut-être c'est anecdotique. Je pensais à ça quand j'écoutais Simon. Est-ce que parfois on vous dit, mais vous recréez de la complexité parce que justement on sort d'un système qui est centralisé et qui est plus simple à gérer pour les usagers? Est-ce que vous, Enercop, parfois même dans la démarche commerciale, vous rencontrez un petit peu des réticences? Est-ce que aussi on vous a dit, je pose la question à tous les trois, on a un système qui permet la péréquation tarifaire, la solidarité entre les territoires, et vous voulez justement complètement décentrer. Je me pose cette question-là, mais si vous voulez aussi juste réagir sur les propos des uns et des autres, n'hésitez pas. Non, je pense que ça continue bien. Il faut savoir que pour Enercop, là je parle au niveau du réseau, les opérations d'autoconsommation collective, elles sont vraiment au cœur en fait de notre projet politique. On est avant tout politique, c'est-à-dire la réappropriation par les citoyens de l'énergie, la décentralisation, le circuit court et la question de sortir aussi des prix du marché et d'être sur un prix juste. Nous, dans nos opérations d'autoconsommation collective, quand on est le développeur du projet et qu'on va vendre directement l'électricité localement, on est sur un prix qui va être stable pendant 20 ans. Voilà, donc ça n'a pas de valeur pour moi, vraiment. Et sur la question de la péréquation, on a décidé politiquement, donc les sociétaires de notre coopérative en Midi-Pyrénées, qu'on développerait la moitié de nos parcs solaires en autoconsommation collective et l'autre moitié qu'on continuerait à vendre via un système de PPA aux fournisseurs Enercop. Parce que pour nous, effectivement, cette solidarité au niveau national, elle doit rester. Pardon, ils connaissent peut-être tous, mais pas les systèmes PPA. C'est de la vente d'électricité à contrat long terme. Okay. Voilà, pareil. Quand on vend, nous, de l'électricité produite par Enercop Midi-Pyrénées à Enercop National, fournisseur, on la vend sur un prix fixe pendant 30 ans. Voilà. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important de sortir en fait, vous faites marché. La complémentarité avec un système qui maintient la péréquation tarifaire, ou plutôt la solidarité entre les territoires. Oui. C'est intéressant. Ok. Et puis de toute façon, nous, on développe de la CC sur du solaire, donc en fait, la nuit, les gens ont quand même besoin de se chauffer et d'éclairer, donc ils ont 2 contrats. Je voulais juste réagir sur les propos sur l'ACC, nous on appelle ça ACC fermé, mais donc ACC c'est bon maintenant tout le monde là, l'ACC patrimonial, où il y a un seul acteur qui
qui va investir et puis qui va avoir plusieurs points où on dit il n'y a pas de gouvernance. Alors moi, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où si c'est une collectivité qui va investir, par exemple, sur du solaire en toiture, pour distribuer, alimenter les points de livraison de son école, de sa salle des fêtes, etc., pour moi, il y a quand même de la gouvernance parce qu'en investissant, en se permettant en fait d'avoir une visibilité long terme sur sa facture d'énergie, ça va lui faire des gains, hein, clairement, et de cet argent-là qu'elle va gagner, en tout cas pas perdre, qu'est-ce qu'elle en fait? Où est-ce qu'elle le réinvestit? Et ça, c'est des questions, nous, qu'on se pose. Et vraiment, pour moi, et je le redis, si on voit la CC uniquement comme quelque chose de contractuel ou qui va servir à un seul acteur, on passe à côté vraiment des enjeux de réappropriation, des enjeux de solidarité sur le territoire. C'est possible que ce soit juste pour un seul acteur? C'est pas la définition de l'autoconsommation collective? L'autoconsommation collective, c'est un producteur ou plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs, mais là, dans le cas dont parlait Rémi, c'est qu'en fait, il y a peut-être un point qui produit et ça va être livré à plusieurs points de livraison, donc à plusieurs compteurs. Ok, j'ai compris. Allez-y Rémi, on dirait que je voulais juste réagir sur la péréquation tarifaire, dans le sens où l'autoconsommation collective ne remet absolument pas en cause la péréquation tarifaire, dans le sens où on utilise le réseau public et les flux d'autoconsommation collective payent exactement le même tarif d'utilisation du réseau que l'électricité qu'on achète chez son fournisseur. Donc pour nous, il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus on n'est pas dans une autarcie énergétique quand on parle d'autoconsommation collective. On utilise le réseau public et les flux sont taxés et financent de la même manière les réseaux que les autres flux. Oui. Ensuite, je pense que le sujet de la table ronde, quand on parlait de gouvernance, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations quand les gens se lancent dans un projet d'autoconsommation collective, de se dire ça va être un projet multi-acteurs et du coup comment les décisions vont se prendre. De là, nous, chez Enogrid, la méthodologie qu'on a un petit peu, c'est déjà se poser la question, quelle décision il y aura à prendre? Parce qu'on parle de gouvernance, il peut y avoir un peu des fantasmes, des peurs là-dessus, de se dire, tout le monde a l'image un petit peu des réunions horribles de copropriété qu'on peut avoir tous, et ils ont l'impression que quand on va être en autoconsommation collective, ça va être exactement la même chose. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce qui a réellement à gouverner dans un projet d'autoconsommation collective? Mathilde parlait des gains, comment on les répartit. Après, si on rentre dans le côté un peu plus pragmatique et un peu plus technique, finalement, c'est le prix de vente de l'électricité entre les producteurs et les consommateurs, la méthode dont on se répartit l'électricité, donc là on parle clé de répartition, et qui est-ce qu'on intègre dans l'opération d'autoconsommation collective et comment on va la faire vivre durant les 25-30 ans de l'opération. Parce que ça peut évoluer. Parfois il y en a qui se rajoutent dedans. Tout à fait. Okay. On peut rajouter des producteurs, on peut rajouter des consommateurs, on peut faire évoluer les prix de vente, on peut faire évoluer les clés de répartition. Donc voilà, pour nous ces trois éléments-là qui font partie de la gouvernance. Après, je ne rejoins pas vraiment Mathilde quand on dit... je ne considère pas que quand une collectivité fait un investissement sur ses propres bâtiments, sur sa propre centrale, la collectivité elle a déjà sa propre gouvernance au sein du conseil municipal et tout ça pour décider de comment elle va réinvestir les gains et son budget municipal. Pour nous, ce n'est pas une question d'autoconsommation collective, c'est juste une question en fait, l'acteur qui fait une opération patrimoniale à ses propres moyens de gouvernance et ça rentre là-dedans, mais dans une opération ouverte, oui, effectivement, là, il y a des choses à discuter. Et ce qui est aussi un des éléments qui va être important, c'est comment a été financé le projet. Est-ce qu'il y a eu un financement participatif ou multi-acteur? Et à ce moment-là, évidemment, il faut mettre tout le monde autour de la table parce que l'acteur économique d'un projet d'autoconsommation collective reste le producteur. Donc, c'est de lui qui va prendre les décisions. Est-ce que c'est un financement en propre, mais qu'il y a eu un engagement de certains consommateurs qui a permis aux producteurs de se financer parce qu'ils ont dit oui, on vous achètera de l'électricité pendant les 10 prochaines années et on s'engage là-dessus et ça vous permet d'aller lever de la dette. Voilà, et il y a un petit peu comment s'est construit le projet, comment il va être amené à évoluer et c'est un petit peu ça après qui rentre en compte dans quel processus de décision on met dans la gouvernance, quelles décisions ont besoin d'être discutées. Je peux vous poser une question sur la partie technique. Vous avez dit comment est-ce qu'on se distribue l'électricité entre nous. Peut-être c'est la partie la moins intéressante sur le côté gouvernance, mais ça m'intéresse quand même que ce soit clair. Non, mais sur le principe, c'est quand même... Quand on réfléchit, prenons un exemple assez simple, on va avoir un producteur et 10 consommateurs. Oui.
comment on répartit l'électricité. Est-ce qu'on répartit équitablement au prorata de la consommation de chacun? Est-ce qu'on met un ordre de priorité d'abord à celui qui consomme qui habite le plus près, qui paye le plus cher l'électricité? Enfin, voilà, on peut avoir des critères divers et variés. Est-ce qu'on c'est une répartition prorata de l'investissement dans le cas où il y a un investissement collectif? Il y a plein de discussions, il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est un des premiers objectifs de la gouvernance, c'est de définir comment va se répartir l'électricité. D'accord. Vous vouliez réagir, Mathilde, sur l'histoire de la collectivité qui a sa propre gouvernance, etc. Effectivement, mais je pense qu'il faut que gouvernance, c'est aussi c'est comment on pilote, etc. Donc on peut rester sur l'opération en elle-même, mais à côté de ça, et je le redis, c'est quand même un gain pour les acteurs qui investissent et qui deviennent producteurs. Et ça, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne quand on est dans une opération d'autoconso, pour moi, ça doit être posé. Sinon, je pense que il peut avoir des dérives. J'imagine très bien un acteur privé qui investit, qui n'est pas scrupuleux. Donc pour moi, ça reste la question. En fait, après ça, c'est Enercop, c'est la question de l'énergie qui est un bien commun. Donc. Oui. Simon, parlons un petit peu de la pédagogie qui est nécessaire auprès de différents maillons de la chaîne, si je peux dire. Selon vous, est-ce que l'autoconsommation collective, c'est l'opportunité pour que, et est-ce qu'on doit, je pense que vous allez dire oui à cette deuxième partie de la question, est-ce qu'on doit être plus nombreux citoyens, même quand on ne travaille pas dans l'énergie, de s'impliquer dans des projets à la fois pour financer de la production, mais autoconsommer collectivement? On doit, non. On peut, oui. Non, on ne va pas forcer les gens. On en a parlé un peu depuis 2 jours. Si on force les gens, ils ne le feront pas. Voilà. Il faut qu'ils choisissent de le faire. Et l'autoconsommation collective, c'est quoi? C'est un choix de le faire. Et souvent, ce que je dis, c'est l'autoconsommation collective, c'est une pièce d'un puzzle. C'est la pièce qui va sur la commercialisation, qui s'articule avec la fourniture, qui s'articule avec la production. Mais les gens, il faut qu'ils aient le choix. Ils peuvent dire, je vais investir, je vais être producteur. Je suis producteur, c'est un projet d'investissement collectif. Voilà. Et après, on commercialise, on choisit, on fait de la commercialisation. Ils peuvent le faire. Mais ils peuvent aussi dire, moi, non, je ne veux pas investir, je ne veux pas prendre de risques, je viens d'acheter ma maison, je viens d'acheter mon entreprise, je viens d'acheter mon exploitation. Moi, je veux juste être consommateur, parce que je ne peux pas produire, parce que mes bâtiments sont au nord, parce que j'ai de l'amiante et tout ça. Il peut faire ça, il fait ça. En fait, c'est une question de choix. Et est-ce que la personne qui produit, qui investit, la personne qui produit, la personne qui achète, laquelle a raison? Mais personne. Tout le monde a raison de faire ce qu'il fait. Ceux qui ont tort, c'est ceux qui ne font pas. Qui disent « Ah ouais, l'autoconsommation collective, c'est les nantis qui s'en occupent et qui profitent du système. » Les gars, allez-y, faites-le. C'est disponible pour tout le monde. Vous le faites, vous investissez. Ah, je vends à 20 centimes mon énergie. Ouais, mais vas-y, produis et commercialise à tes voisins. Il n'y a pas de problème. Après, si le voisin il n'a pas envie, il dit ouais, moi j'ai envie qu'on fasse un projet ensemble parce que s'il y a une coalition d'intérêts, ils montent un projet ensemble, ils le vendent. Voilà, il n'y a aucun problème. L'autoconsommation collective, c'est juste un outil. Voilà, vous avez une boîte à outils qui fait de la biodive, de l'énergie, tout ça. Et dans le tiroir énergie, il y a les PPA, il y a la fourniture, il y a l'autoconsommation collective. Et le problème d'aujourd'hui, c'est ce que j'anticipe sur les freins, c'est que personne ne sait que cet outil existe. Personne. Ouais, non, mais personne dans la salle, oui. Il y a combien de compteurs en France? 27 millions. Il y a combien de compteurs en autoconsommation collective? Moi, des parties, mais on va dire 5 000. 5 000 sur 27 millions. D'accord? On est d'accord? Personne ne connaît. Pourquoi? Parce que pendant 50 ans, on a dit aux gens qu'il ne fallait pas qu'ils s'occupent d'énergie. Voilà, c'est pour ça. Et donc, si on arrive à faire en moins de 50 ans, et on n'a pas 50 ans, prendre conscience aux gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'énergie, c'est ça, en fait, c'est ça l'autoconsommation collective, c'est faire ce que je veux avec l'énergie. Investir, consommer, choisir. J'aime pas l'éolien, je vais mettre du solaire. Fais du solaire. J'aime l'éolien, j'aime pas le solaire. Tu fais de l'éolien. Voilà, tu choisis. Et en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de faire conscience, prendre conscience aux gens, à tout le monde, citoyens, collectivités, entreprises,
que ça existe et qu'en fait, ils ont déjà les outils dans les mains. Bertrand Picard disait hier, hein, en fait, on ne va pas inventer les nouvelles solutions. Elles existent, on les développe, voilà, ou prenez Enogrid, prenez Henrix, on s'en fiche, le marché, il y a de la place pour tout le monde. Mais derrière, prenez conscience que vous avez l'outil pour faire ce que vous avez envie de faire. Moi, je veux bien continuer dans ce sens-là sur les freins. C'est faciliter la vie pour la transition. Les freins à l'autoconsommation collective, selon vous, Mathilde et Rémi, même si vous avez un petit peu mentionné déjà, et après on va aller à la salle. Il peut avoir effectivement, les freins de connaissance, etc. Est-ce que vous avez vu des mauvaises expériences desquelles on devrait tirer des conclusions ? Bon, les freins, effectivement, sont un peu techniques. Le marché, c'est pas prêt à ça. Nous, par exemple, on a des entreprises qui se sont fait facturer 2 fois par leur fournisseur, alors que la partie, elle était... Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont à régler. C'est quand même très nouveau. La réglementation arrive petit à petit. Donc, ça, moi, comme je l'ai dit au début, ça m'intéresse pas. Je mets des gros guillemets. Moi, je suis vraiment tournée vers les humains qui sont là dans les projets. Et pour moi, un des freins, mais c'est un frein de mon entreprise, c'est que ça prend beaucoup de temps. On est dans des milieux, l'énergie très complexe à comprendre, donc le temps de faire comprendre le réseau, déjà la différence entre Enedis et EDF, tout ça, de faire comprendre ensuite les enjeux qu'on a, nous, en tant que producteurs, pour que ça soit quand même rentable pour nous, mais aussi pour le citoyen. Moi, c'est vraiment là-dessus... Que ça prend beaucoup de temps. Du point de vue que du j'adore, consommateur. Du point de vue du consommateur. Et puis de nous, de producteurs coopératifs. C'est vrai que vous êtes des sociétaires, donc effectivement, c'est les mêmes personnes. Nous, on est un producteur coopératif. L'intérêt, c'est pas juste de vendre de l'énergie aux clients, c'est aussi qu'ils comprennent d'où vient cette énergie, comment elle est produite, comment ils peuvent s'investir dedans. Et ça prend énormément de temps. Et du coup, le temps qu'on passe à faire de la vulgarisation, à faire prendre des décisions collectives, ça se remet sur le prix en fait du projet. Oui. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un des freins. Si on veut vraiment, une fois de plus, que l'autoconso ne soit pas seulement quelque chose de contractuel. Là, on a 2 personnes qui parlent d'outils. Enercop aussi a son outil de gestion d'opération d'autoconso. Mais si on veut sortir de ça et être dans l'implication citoyenne, ça fait augmenter les coûts du projet parce qu'on met du temps. Et comme chaque projet est différent, il faut à chaque fois refaire la démarche d'informer, d'éduquer, de vulgariser, de faire discuter les gens, etc. Rémi, vous voyez un frein en particulier à l'autoconsommation collective dans le pays ? Quand on a commencé, au tout début de l'autoconsommation collective, les 2 gros freins qu'on nous disait, c'était c'est pas rentable et c'est compliqué. Et à la limite, si c'est compliqué mais que c'est très rentable, les gens, c'est pas grave. Ouais. Mais là, le fait qu'il y ait les 2 cumulés, on n'avait pas envie d'y aller. C'est simple, mais c'est pas rentable, ça marche pas par contre. Et du coup, nous on s'est dit ok, la complexité, il faut faire quelque chose. Là, je rejoins Simon dessus. Il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude à chaque projet. Il faut vraiment qu'on soit dans une logique de massification pour baisser les coûts des accompagnements, pour faire en sorte que le surcoût d'autoconsommation collective ne vienne pas s'additionner de manière trop importante au coût du projet de production initiale. C'est pas rentable, ça, le marché de l'énergie s'en est chargé tout seul. Donc aujourd'hui, clairement, c'est rentable pour un producteur de valoriser en autoconsommation collective, souvent plus rentable que le tarif d'obligation d'achat ou le tarif marché, et avec un prix qui est également intéressant pour les consommateurs. Donc ça, c'est vraiment la base de... Je me permets, est-ce que ça, c'est parce que le tarif d'obligation d'achat a été modifié justement pour favoriser l'autoconsommation collective ? Non, okay. Il a été modifié pour beaucoup de raisons, mais pas pour lancer l'autoconsommation collective. Je vous laisse poursuivre. Je me suis dit peut-être qu'ils auraient eu de la clairvoyance là. Non, il y a d'autres raisons là-dessus, mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui, c'est rentable pour un producteur de vendre son électricité en autoconsommation collective à un prix qui va être intéressant pour le consommateur par rapport à son tarif chez son fournisseur habituel. Et de là, après, oui, une fois qu'on commence à avoir développé des méthodologies, des outils, des choses qu'on peut répliquer sur chaque projet, qu'on ne réinvente pas l'eau chaude,
et ben ça va mieux. Les projets, alors on n'en est qu'à 5000, mais on voit que la courbe commence vraiment à augmenter. Côté Enedis, on commence à rentrer un peu dans la partie exponentielle. Bien évidemment, on est aussi un petit peu freiné parce que pour faire un projet d'autoconsommation collective, il faut des moyens de production, donc il faut le temps aussi de les installer. Donc voilà, la courbe, elle ne peut pas être exponentielle d'un mois à l'autre. Et après, dans les freins qu'on voit, nous, de la part des nouveaux acteurs qui rentrent dedans, pour peut-être recentrer sur le sujet de la table ronde, on arrive sur oui, mais est-ce que ça va pas être difficile à gérer cette opération d'autoconsommation collective? Et de là, nous maintenant, on arrive chez Enogrid à donner pas mal de réassurance là-dessus, dans le sens que dans les 80 opérations qu'on suit, depuis, dont les plus vieilles datent de maintenant quasiment 5 ans, on n'a jamais eu de psychodrame aux AG annuels d'une opération d'autoconsommation collective. Personne ne s'est jamais engueulé sur les clés de répartition ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est pas de divorce, pas de fin d'amitié et tout ça. Aucune opération ne s'est arrêtée parce que tous les consommateurs sont partis fâchés. Aucun producteur a mis la clé sous la porte parce qu'il n'arrivait pas à valoriser sa production localement. Donc voilà, une fois qu'on prend les choses tranquillement et qu'on est bien accompagné dès le départ, encore une fois par Enogrid ou par d'autres acteurs du marché, peu importe du moment que ce soit des gens sérieux, et que tout est bien prévu dès le départ, aujourd'hui il y a suffisamment d'exemples de beaux projets qui fonctionnent pour rassurer les nouveaux porteurs de projets en se disant ok, je suis confiant d'y aller. Mais c'est vrai qu'au départ, pour un producteur, on va dire classique, de dire c'est moi et EDF obligation d'achat avec une facture par an ou une facture par mois et c'est moi et une vingtaine de consommateurs que je dois animer. Voilà, on est un petit peu dans un changement de paradigme et les gens ont besoin d'être rassurés là-dessus. Pour moi, le côté, pardon pour terminer, le travail n'est pas tant à faire côté consommateur, mais plutôt vraiment côté producteur. D'accord. Un consommateur, très honnêtement, aujourd'hui, aller voir quelqu'un et lui dire je te propose de l'électricité verte, locale, locale parce que c'est à côté de chez toi, moins cher par rapport à ce que ton producteur te vend, ton fournisseur te vend. On a connu plus dur à vendre d'un point de vue produit marketing, mais ça va. Mais c'est vraiment pour nous les producteurs à rassurer sur le fait qu'ils vont réussir à avoir un business model rentable, que ça n'a pas trop de complexité pour eux à gérer. Il y a des solutions maintenant qui se développent sur le marché. Côté consommateur, on n'a jamais eu de problème à recruter des consommateurs. Mais est-ce que je me trompe? Ne devez-vous pas aussi expliquer à ces personnes-là, vous allez en plus consommer et prendre des décisions avec d'autres personnes? Mais les gens encore une fois, ça dépend déjà le niveau d'implication que les gens ont envie d'avoir. D'accord. Il y en a, ils disent, c'est pas parce que j'achète mes légumes sur le marché au producteur local que je vais lui expliquer comment il doit produire ses légumes, à quel prix il doit les vendre, etc. etc. L'électricité, ça peut être aussi la même chose. Il y a des gens, ils viennent dans une opération, ok, j'achète 20 centimes mon kilowattheure chez mon fournisseur d'énergie, le producteur à côté de chez moi dans l'opération d'autoconsommation collective me dit qu'il la vend à 15 centimes, ça me va très bien, j'ai pas besoin d'en savoir plus et j'ai pas besoin de prendre plus de décisions que ça. D'accord, donc et il y a des gens, pas... notamment qu'on va faire de l'investissement collectif, bien évidemment, vu qu'ils ont investi, ils vont avoir envie d'avoir une voix au chapitre supplémentaire parce que voilà, c'est leur investissement, c'est leur épargne, c'est leur projet. Mais il y a des consommateurs qui n'ont pas envie de passer trop de temps là-dessus. À la fin, ils achètent de l'électricité. Ouais, ok, j'ai compris. Je crois que Mathilde, vous vouliez rebondir dessus. Et moi, je me dirige vers la salle, parce qu'après, je vais faire passer le micro. Mais je comprends pourquoi les opérations d'autoconsommation prennent moins de temps, parce que nous, sur l'opération qui va démarrer début avril, où on a 25 consommateurs et consommatrices d'horizons divers, là, j'en parlais, nous, on a les habitants qui viennent, qui ont participé aux réunions, etc. Et je redis, pour moi, si c'est juste un truc contractuel, c'est une bonne chose pour la transition, mais ça ne va pas dans le sens où les gens se questionnent peut-être aussi vraiment plus loin que juste la facture. Voilà. Donc peut-être après on continue d'avoir les questions au fur et à mesure, mais oui, mais c'est-à-dire que juste à Esclan Carbon, tous les consommateurs de l'opération ont décidé où allait l'énergie, à qui elle était valorisée, donc la clé de répartition, qui pourrait rentrer dans l'opération. C'est un travail qui est un peu plus complexe que quand on demande seulement aux producteurs ces données. Oui. Nous, on n'est pas producteurs, on n'est pas dans ces... Non, c'est bon. Oui. Donc, bonjour, Patrick Gauthier de Bois-le-Roi. Donc moi j'avais 3 petites questions. D'abord pour rebondir sur les ACC qui ne sont pas rentables et compliqués. Aujourd'hui, comment on fait pour... parce que moi je ne suis pas un professionnel, alors excusez ma question, mais comment on fait pour calculer un retour sur investissement?
Comment on fait pour calculer un retour sur investissement pour donc une coopérative ou une organisation ou donc comment on appelait ça dans la réunion d'avant? C'était les AMO, c'est ça? Ouais. PMO, pardon. Personne morale organisatrice, c'est ça? Ouais. Et donc, comment on fait pour calculer une rentabilité? Comment on fait pour facturer les consommateurs? Et également, lorsque on fait du logement collectif, comment on fait pour gérer les contrats lorsque les locataires entrent, sortent, etc. Bonjour, Christophe Dupérier, Valoën. Alors c'est pour un peu alimenter le débat entre Enogrid et puis Enercop. Quand on parle de gouvernance, est-ce qu'en réalité la gouvernance ne se limite pas à la protection des intérêts du producteur, investisseur qui a mis de l'argent sur la table? Vous vous en sortez si je fais une dernière ou vous voulez commencer à répondre? Ouais, ok. Moi, c'était plus sur la gouvernance de manière générale. Comment est-ce que les décisions, vous parlez des décisions qui étaient prises, comment est-ce qu'elles sont prises? Est-ce que c'est un fonctionnement de celui qui a investi le plus, celui qui consomme le plus, le producteur qui décide? Comment est-ce que, ou c'est quelque chose d'horizontal, comment est-ce que les décisions sont prises concrètement de manière générale? On commence avec Simon, puisque c'était lui qui avait parlé. Alors, je vais commencer par la dernière. Ça dépend. Ça dépend. Et la force du principe de l'autoconsommation collective, c'est qu'on choisit. Il n'y a pas une bonne opération d'autoconsommation collective, une mauvaise opération d'autoconsommation collective, parce qu'il y en a une où c'est le producteur qui choisit, et l'autre, c'est tout le monde qui choisit. Il faut juste que les gens soient d'accord. Et après, en fait, c'est comme une asso. Une asso, principe associatif, c'est vous écrivez des statuts, vous décidez des règles, et après, vous devez les respecter. Mais vous mettez les règles que vous voulez. L'autoconsommation collective, c'est pareil. Vous mettez les règles que vous voulez. Et après, vous acceptez les règles, vous n'acceptez pas les règles. Si vous ne les acceptez pas, vous faites une autre asso à côté, vous faites votre truc, et il sera tout aussi vertueux. Pour prendre la première question, et je laisserai la question de Christophe à mes voisins, comment on fait pour calculer la rentabilité d'une entreprise économique, quelle qu'elle soit? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et donc, la rentabilité certaine de l'ACC sur 20 ans, ça n'existe pas. Voilà. Et il y a des gens ici, pas loin, là, à la Tour Sequoia, et à l'Assemblée nationale, qui ont fait un truc vachement bien. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, moi, je prends le risque. Vous faites ce que vous voulez avec. Le risque, ça s'appelle quoi? La prise de risque, c'est quoi? C'est l'arrêté tarifaire. L'État, il a dit, moi, je vous garantis 10% de rentabilité sur votre investissement. Qui que vous soyez, des collectifs, une collectivité, une entreprise. Non, mais à peu près. En moyenne. Et du coup, quand les coûts augmentent, c'est vrai que c'est plus compliqué à faire. L'arrêté tarifaire, c'est ça. Je prends vos coûts moyens, hors discussion, vos coûts moyens, voilà, je fais une petite règle de calcul et je multiplie, ça vous fait 10% de marge, rentabilité sur 10 ans, c'est l'arrêté tarifaire. Et après, il dit, par contre, si vous voulez faire autre chose, vendre plus cher, vendre moins cher, faites comme vous voulez, et après, moi, je serai là à la fin. Économiquement, ça permet de s'amuser, excusez-moi du terme, à faire ce qu'on a envie de faire. Imaginez, vous achetez un immeuble, un appartement, vous le louez, et si vous ne le louez pas, il y a l'État qui vient voir et dire « Moi, je vous fais un petit chèque pour le loyer ». Et donc, si vous voulez le prêter à des gens dans le besoin, si vous voulez le vendre très cher pour les JO, c'est vous qui choisissez. Non, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, oui, on ne peut pas définir la rentabilité de la CC. Par contre, on a un filet de sécurité qui s'appelle l'arrêté tarifaire. Voilà. Et il est articulé avec ça. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas avant, ce mécanisme n'existait pas, il n'y avait pas de filet de sécurité, donc c'était risqué. Et qui prend des risques aujourd'hui en investissement dans les ENR? Les collectivités. Voilà. Au début, c'est que les collectivités qui ont fait ça. Maintenant, on a sécurisé à la fois le producteur, et donc on peut choisir, voilà, les producteurs, parce que je ne suis pas producteur, mais les producteurs peuvent choisir, qu'ils soient individuels ou collectifs, comment ils valorisent cet investissement-là. Et après, comment on facture, comment l'APM ou tout ça. Mais limite, c'est complètement anecdotique. C'est complètement anecdotique. Vous avez des outils, vous avez des services, vous faites un sourcing, vous prenez le prestataire qui vous intéresse avec les modalités de facturation qui vous intéressent. Est-ce qu'il facture à la puissance à l'énergie? On s'en fiche. Voilà.
Les fiches de paie, vous externalisez ça à votre expert comptable. Qu'il utilise Sage ou SAP, c'est pas votre sujet. L'autoconsommation collective, c'est pareil. Donc, si je rassure sur le dernier point, c'est pas plus d'administratif que ça à rajouter à la vie quotidienne des membres. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Si je veux pas m'en occuper, je délègue. Si je veux m'en occuper, je m'outille, je me forme, je m'instruis. Et si c'est du bénévolat des citoyens qui veulent partager une opération, c'est possible aussi. Voilà. Mais c'est au choix des gens. Excellent. Vous vouliez réagir, répondre aux questions qui ont été posées ou c'est complet? Si on va répondre aux dernières questions au moins. Juste oui, sur la dernière, effectivement, ça peut être totalement délégué, la gestion de l'opération, les entrées, les sorties, la facturation, voilà. Juste sur la gouvernance et la question qui est, quand c'est un producteur qui investit totalement dans le moyen de production et c'est lui qui décide d'où va l'énergie, ça, c'est une vision des choses et c'est pas, nous, la vision qu'on a chez Enercoop Midi-Pyrénées. Effectivement, ça pourrait être ça, mais ça resterait l'énergie et cette ressource-là qui est à la main d'une seule personne, la personne qui investit. Voilà, nous, en Midi-Pyrénées, sur les opérations, en tout cas, qu'on porte, parce qu'on accompagne aussi des opérations dans lesquelles on n'investit pas, mais voilà. Sur celles, en tout cas, où on investit en tant que coopérative, l'argent de nos sociétaires, on considère que c'est à chaque participant, enfin c'est notre conception, à chaque participant, on leur offre la possibilité de décider du fonctionnement de l'opération. Parce que c'est notre vision des choses, c'est notre vision du fait que l'énergie, c'est un bien commun, et donc elle appartient à tous, et pas uniquement à la personne qui a de l'argent. C'est peut-être d'ailleurs une position nationale d'Enercoop. C'est peut-être pas juste Midi-Pyrénées, oui. Il y avait une main levée ici. Je veux bien. Oui, je vous en prie, Rémi. Et puis on n'a pas répondu à Christophe. Absolument. C'était est-ce que la gouvernance est là d'une opération est là uniquement pour protéger le producteur, c'est ça? Elle n'a pas commencé à y répondre? Un bout de réponse. Allez-y, Rémi, je vous en prie. C'est. Dans un sens, oui, alors, mais pas les intérêts du producteur. Il ne faut peut-être pas penser. Je dirais plutôt les objectifs du producteur. Parce que, de manière très pragmatique, s'il n'y a pas de moyens de production, il n'y a pas d'autoconsommation collective. Donc, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se fâcher avec le producteur, sinon l'opération s'arrête. Et derrière, je préfère parler d'objectifs plutôt que d'intérêts parce que le producteur peut avoir des objectifs différents. Un bailleur social, son objectif, c'est de faire réduire la facture énergétique de ses locataires. Donc, à ce moment-là, on va plutôt... il peut avoir des façons différentes de le faire. On peut parler d'équité, la manière dont on va partager l'électricité avec les locataires en fonction de la taille du logement, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dedans, etc. etc. Un producteur qui va être lu dans un objectif financier, il va falloir que les décisions qui soient prises collectivement quand même rentrent dans le cadre du BP financier que le producteur a fait. Donc de toute façon, on ne peut pas faire sans le producteur dans une opération d'autoconsommation collective. Donc c'est vrai qu'il a sûrement une voie, un statut un petit peu à défendre dans une opération d'autoconsommation collective, tout comme si le producteur dépend que d'un seul consommateur pour faire tenir son business plan, ce gros consommateur va aussi avoir une voix assez importante dans l'opération d'autoconsommation collective parce que si lui sort, le producteur va avoir du mal à valoriser l'ensemble de sa production. Donc en fait, c'est tout simplement un équilibre à trouver selon les projets. Et je voulais répondre au monsieur de Bois-le-Roi, c'est ça? En plus c'est à côté de chez moi, donc c'est pour ça que j'ai retenu. Peut-être pour donner une réponse, un peu plus d'informations, comment une collectivité aujourd'hui calcule si une autoconsommation est rentable pour elle, tout simplement en se disant je vais produire 100% de kilowattheure. Comment je vais valoriser ce kilowattheure? Est-ce que ça va être une économie de facture sur mes bâtiments? Et à ce moment-là, je vais économiser, ça va être une réduction de facture sur ce que j'achète à mon fournisseur? Ou est-ce que je fais une opération où je vais aller vendre de l'électricité auprès de mes citoyens? Et si oui, à quel prix de vente? Et finalement, avec ça, vous avez votre colonne de dépenses qui est votre investissement dans le projet photovoltaïque, votre colonne de recettes qui est une réduction de facture sur vos bâtiments publics et éventuellement une facture d'électricité auprès de tiers auxquels vous allez vendre de l'électricité. Donc voilà, c'est un business plan comme ça de production photovoltaïque qui se fait assez facilement auprès de bureaux d'études ou de personnes spécialisées. Une commune peut facturer un consommateur sans passer par Enedis. C'est le gestionnaire de réseau. L'électricité va passer automatiquement par le réseau et par Enedis.
Juste, moi, je peux répondre à l'étudiant, le seul là-bas, oui. qui a demandé le fonctionnement de la gouvernance. Tout à fait. Moi, je rappelle que le mouvement de l'énergie citoyenne, c'est un mouvement d'économie sociale et solidaire où on a le principe de une personne égale une voix, peu importe l'investissement financier. Et donc, nous, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne quand on anime, etc., les opérations d'autoconso. Voilà, en Midi-Pyrénées, on est en gouvernance partagée, par exemple, au sein de l'équipe opérationnelle. Voilà, on n'a pas de chef. Et donc, on met en place beaucoup d'outils d'intelligence collective qu'on va réinvestir, effectivement, quand on anime des sessions avec les participants. Oui, bonjour, Olivier Gauthier, groupe Le Triangle. Je voudrais revenir moi, sur les garanties tarifaires du S21. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vulgarisant, s'il y a un dispositif avec des consommateurs qui disparaît, le S21 peut venir se substituer et il y a la garantie entre guillemets d'état d'achat. Qu'en est-il des producteurs au-delà de 500 kg entre l'appel d'offres vente totale, qui doit, pour moi, ne rentre pas dans le critère. L'autoconsommation ACI peut y rentrer, mais on diverse un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des ouvertures sur ce créneau-là? Il existe un appel d'offres autoconsommation. Enfin, l'appel d'offres creux autoconsommation concerne à la fois l'autoconsommation individuelle et collective. Oui, l'ACI qui permet de rentrer dedans, mais avec toujours 50% d'autoconsommation, si je ne me trompe pas. Oui, il faut un seuil à 50% de taux de consommation globale. Après, c'est pas forcément ça le problème dans cet appel d'offres creux, qui est clairement souscrit en autoconsommation collective. Et ensuite, pour vous dire comment ça se passe à la place de l'obligation d'achat quand on n'y est pas éligible, parce qu'il y a aussi des centrales qui en dessous de 500 qui sont pas éligibles, les producteurs font appel à un acheteur de surplus privé. Enercop en fait partie, d'autres fournisseurs alternatifs en font partie également, certains agrégateurs le proposent. Et là, vous n'allez pas avoir la même visibilité sur 20 ans, parce qu'il n'y a clairement que l'État qui peut s'engager là-dessus, mais vous pouvez avoir des contrats, Enercop aussi peut le faire, mais sûrement pas au même tarif. Après, en version PPA, quoi. Oui, okay. C'est une forme de PPA avec des contrats plus ou moins long terme. J'ai jamais vu les contrats 20 ans et Enercop en surplus d'autoconsommation collective, c'est pour ça que je disais ça. Mais oui, ça existe, il y a des contrats 1 an, 2 ans, 5 ans, après des tarifs qui vont être différenciés, mais on ne va pas parler du même niveau de garantie que l'État peut offrir, bien évidemment. Donc, on a quelques projets en cours de production, on dirait inférieurs à 500 kg, notamment avec Enercop, si je ne me trompe pas. Donc on pourra discuter plus tard. Alors, pour répondre sur les plus de 500 kg, j'ai un cheval de bataille, j'en ai plein, ceux qui me connaissent ça, j'ai plein de chevaux de bataille. Un des chevaux de bataille que j'ai, c'est de transposer le principe du S21 dans l'appel d'offres toiture. On supprime l'appel d'offres autoconsommation, il est souscrit, il ne sert à rien. Donc, le time to market n'est pas bon, si vous permettez l'expression. On le supprime, voilà, on arrête les formules de calcul complexes, on fait sur je ne sais plus l'appel d'offres toiture, mais jusqu'à 8 mégas, voilà. Jusqu'à 8 mégas, l'État, il dit pareil, complément de rémunération, tarif garanti, et vous pouvez faire de l'autoconsommation collective avant. Et vous faites ça, l'autoconsommation collective grande puissance explose immédiatement. Et c'est super simple à faire. Parce qu'en plus, voilà, dès qu'on va mettre de l'argent, dès qu'un État met de l'argent, un appel d'offres, il faut que ça passe à Bruxelles. Là, l'État ne met pas d'argent. L'État dit, faites ce que vous voulez faire. Et moi, je mettrai de l'argent après. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc rejoignez vos réseaux pro, envoyez des courriers au ministre, faites sauter l'appel d'offres autoconsommation et transposez le principe de autoconsommation complément de rémunération dans l'appel d'offres toiture. Moi, je vais réagir. J'ai l'impression d'être un peu une ovni, mais bon, ça c'est depuis hier. J'ai bien compris qu'on n'était pas sur le même modèle. Nous, on vend le surplus de nos opérations à Enercop, donc le fournisseur, pareil, sur des contrats long terme, mais ça, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps avec eux. Et donc, effectivement, si on perd un gros consommateur, nous, on ira voir Enercop et on renégociera cette revente du surplus. On est décorrélés, nous, des subventions publiques et du marché, vu qu'on vend en direct, qu'on est sur qu'on ne fait pas de la toiture, qu'on fait que des petits parcs au sol, donc on n'a pas non plus ces soucis-là législatifs. En fait, les gens avec qui on doit négocier, c'est les gens de notre réseau.
et donc que ça soit bénéfique à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de faire, pour Enercop, le fournisseur, de l'approvisionnement durable, donc s'assurer que sur un long terme, 20 ans, 30 ans, l'énergie qu'ils achètent soit toujours au même coût et que, in fine, ce soit les consommateurs et consommatrices chez eux qui aient un coût de l'énergie qui soit fixe. C'est vraiment ça c'est la promesse Enercop. Et il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Non, mais il faut continuer comme ça. Pardon ? On compte le faire. Oui, non, mais il faut continuer comme ça. Et ça va adresser une typologie des gens qui ont cette sensibilité. En fait. Et il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas. Il faut qu'il y ait d'autres outils. Et la force des mécanismes aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai repris tout à l'heure sur le « on doit ». Non, on peut. On peut. Voilà. Est-ce que j'adhère aux valeurs d'Enercop ? Oui, j'y vais. Ça m'intéresse, j'adhère pas, mais je fais autre chose. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste on a un outil qui me permet de faire tout ce qu'on veut. Si vous restez très court, on peut encore poser 2 questions, mais très très court, parce que sinon ils n'auront pas le temps de répondre. Une main ici. Oui, bonjour, Antoine Jacob, Arcolia Énergie. Non, moi c'était juste une remarque. Il me semble que la loi APER, justement, a modifié un des articles du Code de l'énergie, alors je ne saurais pas dire lequel, qui dit que quand on répond à un appel d'offres, c'est tout ou partie de l'énergie qu'on peut vendre dans le cadre de l'appel d'offres. Et ça change les choses. Alors il n'y a peut-être pas de décret d'application, mais aujourd'hui c'est dans la loi. Pardon, alors ouais, j'ai pas regardé, mais en fait il me semble que c'est pas dans le cadre de l'autoconsommation collective, c'est dans du PPA, du contrat de gré à gré de fourniture, complément de rémunération. Il me semble. C'est tout ou pas. On regarde ça, je regarde ça. Ouais, voilà, parce que si la loi le dit, il faut le faire. Voilà. D'autres questions ? Non ? Eh bien, je vais donner l'occasion à chacun d'entre vous. Un mot de conclusion. Ça peut être sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, peu importe. Si on doit conclure sur quelque chose, qu'est-ce que vous diriez ? Oui, je sais, c'était un exercice plus difficile que le début. J'en conviens. Je vais me lancer. Non, mais en fait, je prenais l'ordre des conférences et on avait associé pouvoir public. La table ronde d'avant, c'était associer pouvoir public, entreprises et citoyens pour contrer le triangle de l'inaction. Voilà, l'autoconsommation collective, c'est la réponse à la question d'avant. Ouais. Voilà, c'est tout. En fait, c'est un moyen de faire des choses. Voilà. Donc, en fait, c'est la conclusion de la conf de Picard. C'est dire, voilà, vous faites. La solution existe, vous faites comment ? Vous ne vous collez pas la main au bitume, vous n'êtes pas climato-sceptique, vous faites des choses sur vos territoires. Très bien, réponse à l'exercice. Je vous remercie, Simon. Non, moi ce que je voulais dire, c'est, enfin voilà, comme je pense qu'on l'a vu et que ça s'est senti entre la table ronde aussi de ce matin et là aujourd'hui, il n'y a pas. C'était quoi ce matin, pardon ? C'était des exemples et des témoignages d'autoconsommation collective. Ah, ok. Oui, j'étais pas dessus, pardon. Et il n'y a pas qu'un seul type d'opération d'autoconsommation collective, il y en a plusieurs, des plus simples, des moins simples, et selon les... Enfin voilà, et je pense que, comme l'a dit Simon, c'est un outil que chacun peut s'approprier, chacun peut faire sa typologie d'opération d'autoconsommation collective avec le degré d'implication et de gouvernance qu'il le souhaite en fonction des enjeux des uns et des autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a tous les outils pour avancer, et c'est à la fois intéressant producteur, intéressant consommateur. On est vraiment sur une valorisation de l'électricité à l'échelle locale et après à chacun de se l'approprier au niveau qu'il souhaite. Et on est d'accord que, outre la vérification sur la question de monsieur concernant la loi, il n'y a plus de freins niveau législatif. Enfin, s'il y a des freins, mais... On peut toujours améliorer les choses. On peut toujours améliorer les choses, mais... Ouais. La personne qui dit on n'a pas le droit de faire ça, il faut revendre un ça c'est terminé ça. C'est ça. Et puis il faut déjà savoir que par rapport au cadre initial qu'on avait eu fin 2017 et 2018, les choses se sont vraiment bien ouvertes et bien facilitées. Derrière, il faut quand même savoir que l'autoconsommation collective, c'était un gros changement de paradigme dans le monde de l'énergie. C'est le fait de dire on va permettre un échange d'électricité entre producteurs et consommateurs sans passer par aucun acteur du marché. Ouais. Donc voilà, alors qu'il y a encore quelques années, on n'avait qu'un seul fournisseur, c'était EDF. Donc on voit un peu le chemin qu'il y a eu et évidemment que ça met du temps à se mettre en place, mais aujourd'hui les choses sont bien mises en place. On a 250 projets qui sont en cours et qui marchent bien. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à. On avait commencé avec vous Mathilde et on termine avec vous. Et oui. Merci. Moi je pense qu'il est...
j'ai vraiment envie de finir sur le fait que l'autoconsommation collective, c'est vraiment l'opportunité pour qu'au niveau local, les citoyens se rendent compte de ce que c'est l'énergie. Et on n'en a pas parlé là, mais pour moi, le plus important dans la transition énergétique, c'est la sobriété et de montrer en fait aux personnes d'où vient leur énergie directement, de la place que ça prend. Quand on leur montre qu'un parc solaire qui fait la taille d'un terrain de foot, et ben en fait, ça produit l'énergie pour à peine 300 personnes. Ça leur montre aussi que l'enjeu, il est sur la sobriété. Et que, donc il faut vraiment, pour moi, se servir de l'autoconso comme un levier aussi éducatif. Merci Mathilde, Simon et Rémi. Vous avez été super. Merci de l'interaction avec la salle.